Bonjour et bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver pour le 5e épisode de Ceci n'est pas une friperie, après une petite période d'absence sur YouTube. Pour celles et ceux qui découvrent le concept, c'est très simple, on se rend dans des boutiques d'antiquités pour découvrir des objets dans le temps et des vêtements anciens afin de décrypter leur histoire. Nous partons au Signe Rose à Paris pour découvrir un univers très féminin, et quand je vous parle d'univers très féminin, c'est parce que le seul vêtement masculin que j'ai pu voir, c'est un caleçon d'homme datant des années 20. Le Signe Rose est une adresse formidable si vous cherchez du luxe vintage, des vêtements anciens ou des accessoires. Nous sommes dans le 4e arrondissement de Paris, au 47 rue Saint-Paul, et c'est ouvert de 14h à 19h tous les jours, sauf le dimanche bien sûr. J'ai été accueillie dans une ambiance très légère, très drôle, et je tiens à remercier les deux personnes qui m'ont accueillie et qui m'ont permis de filmer leur boutique. Sur place, la sélection de vêtements va des années 1900 jusqu'aux années 1980. Les tailles vont du 36, voire plus petit si c'est vraiment des vêtements anciens, jusqu'aux tailles 46. En ce qui concerne les chaussures, si vous faites une petite pointure, tant mieux pour vous, parce que même en 39, je n'ai pas pu trouver chaussures à mon pied là-bas. Les vêtements les plus récents, ça va être du prêt-à-porter de luxe, donc vous allez pouvoir retrouver des vêtements vintage, Céline, Valentino ou encore Yves Saint Laurent. Il y a aussi des sacs griffés, et puis de nombreux chapeaux, c'est un peu d'ailleurs la signature de l'établissement. Au niveau des vêtements plus anciens, on va retrouver des corsets, des serre-tailles, des capes, mais aussi des robes de mariée d'époque qui sont très intéressantes d'un point de vue sociologique. Je vous parlais des chapeaux, mais il y a de nombreux accessoires, dont des bijoux et des broches art nouveau puis art déco. J'ai vu de nombreux accessoires, il y en a certains qui ne m'ont pas du tout plu quand j'ai appris leur symbolique. Ça a été le cas de cette bague en or entourée de véritables cheveux tressés. On va en reparler plus tard dans la vidéo. J'ai mis des timers, donc si vous voulez tout de suite l'histoire, allez jusqu'à la partie accessoires. Du côté de mes pièces favorites, j'ai découvert au Signe Rose les carnets de bal, et ce sont des ouvrages que je trouve magnifiques, très minutieux. Bien sûr, j'y ai vu des aumônières et j'apprécie toujours autant les aumônières, mais ça, vous le savez déjà si vous me suivez sur TikTok. Pour les prix, je vous conseille un budget de départ compris entre 25 et 30 euros. Cela vous permettra déjà d'acquérir quelques accessoires. Si le portant de luxe vintage vous intéresse, là il faudrait plutôt prendre entre 50 et 60 euros, histoire d'être sûr de repartir avec une belle pièce. La partie prêt-à-porter vintage, c'est surtout des années 60 jusqu'aux années 80, signé Céline, Chanel ou encore Saint Laurent. Si les foulards vous intéressent, vous en trouverez ici qui sont signés Valentino ou Saint Laurent, et là, suivant l'état du foulard, vous pouvez compter entre 25 et 90 euros. En ce qui concerne les chaussures, ça peut être très intéressant pour vous si vous faites une petite pointure. Certaines paires sont des bottes de collection, bien trop fragiles pour être portées, mais très utiles si vous recherchez des inspirations anciennes ou si vous souhaitez observer un travail d'époque. J'ai beaucoup apprécié ces escarpins signés Miller, ils sont en soie brochée. Il y a de nombreuses chaussures qui sont signées de maisons de haute couture, et petit coup de cœur pour ces escarpins Moschino. Voici pour la partie de luxe vintage. On passe maintenant aux vêtements qualifiés d'antiquité, avec des vêtements datant du début des années 1900, et on commence par les robes de mariée. C'est ma pièce favorite, en tout cas une des pièces que je considère les plus intéressantes au niveau historique. Pour ce genre de pièces, comptez entre 500 et 3000 euros. Ces robes-là sont très intéressantes d'un point de vue sociologique, puisque dans les années 1900, on se marie très jeune en France. Vous avez par exemple de très petits coups et des petits poignets, mais également des tailles très fines, et cela va être dû au port encore courant du corset. Comptez un tour de taille entre 54 et 58. Le blanc reste la couleur prédominante des robes de mariée aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au Moyen-Âge, on a retrouvé certaines traces historiques expliquant que les femmes portaient du rouge. Aussi, dans certains pays africains et asiatiques, le blanc est considéré comme un symbole de deuil, car il rappelle le linceul dans lequel la personne décédée est enveloppée. Les mariages en blanc étaient très peu courants, mais on a quand même quelques traces historiques. Il y en a eu une en 1558, lorsque la future reine d'Écosse, Marie Stuart, s'apprête à épouser François II. Elle prononcera ses vœux habillée d'une robe blanche, suivie d'une longue traîne portée par deux jeunes femmes. Cette description de sa tenue nous vient de la part des écrits d'un courtisan, Pierre de Brantôme, et c'est un homme qui a partagé sa vie entre ses faits d'armes et son activité d'écrivain relatant la vie légère de la cour. Il ajoute qu'elle était parée d'un collier de diamants et d'une couronne constellée de joyaux. Mais on doit véritablement la popularisation de la robe blanche pour le mariage à la reine Victoria. Lorsqu'elle se marie en blanc en 1840, elle inspire tous les milieux aristocratiques et bourgeois, et ça va finir par se populariser. Dès la fin du 19e siècle, la robe blanche est vue comme un emblème virginal et s'impose partout. En 1910, les premières automobiles font leur apparition, et avec elles les vêtements de voyage. Donc on a ici un ensemble composé d'une robe en lin ainsi que d'une veste assortie. Les ornements habillent la simplicité de la coupe,
à grand renfort de perles, de sequins ou de plumes. Ici vous avez une belle cape perlée datant des années folles, donc on est toujours dans les années 1920. Cet ensemble comprend un serre-taille ainsi qu'un gilet assorti. Ils sont tous les deux en velours et ornés de perles. Une chose que je apprécie énormément, c'est que cet ensemble doit également dater des années folles, donc il a maintenant près d'un siècle et vous pouvez remarquer que le velours est toujours en excellent état. Encore une fois, les tailles sont très fines. Pour cette jupe, je n'ai pas de date à vous préciser, je pense qu'elle a un aspect ancien mais qu'elle est plus récente qu'il n'y paraît. Le tissu bleu roi est très vif et je pense que c'est dû aux méthodes de coloration d'époque qui étaient plus naturelles et donc plus durables que les méthodes de coloration actuelles. D'ailleurs, si vous voulez voir des tissus anciens colorés, je vous invite à voir la vidéo que je mets juste ici. Vous pourrez apercevoir des échantillons de soie lyonnaise qui sont dans des états impeccables avec de très beaux verts, de très beaux rouges et qui ont parfois 2 à 3 siècles. Écru ou ivoire, ils sont classiques et élégants. Ce sont ces chemisiers en soie, comptez environ 150 à 250 € pour ce genre de pièce. C'est de la soie ancienne, donc avec une très belle qualité. Autre pièce que je trouve intéressante au niveau de la matière, c'est ce gilet de dentelle blanche. Personnellement, je ne suis pas une très grande fan de la dentelle sur des pièces aussi conséquentes, mais si vous avez un style coquette, Lolita ou doll, ce genre d'adresse peut vous intéresser. Une pièce qui m'a rappelé la collaboration entre Sailor Moon et Jimmy Choo, c'est cette vareuse de marin que je trouve très jolie et honnêtement ce sont des pièces que je trouve assez originales et simples à assortir. Les années folles ont beaucoup inspiré la mode des 70s et on va le retrouver à travers des coupes très androgynes, très fluides et puis une avalanche de perles et de sequins. Alors pour celle-ci, je ne me rappelle plus exactement la décennie précise, mais je pense que c'est de la soie, en tout cas c'était une jolie robe et il me semble que c'est un travail de couturière. Quant à celle-ci, elle m'a semblé très moderne à travers la symétrie de la jupe et le plissé de cette robe. On pouvait voir tout le travail que la personne avait passé dessus. Cette robe de soirée rose date des années 1980 et on retrouve quelques inspirations des années 20 pour la taille basse, les détails du strass ou encore les plumes d'autruche, mais dans un registre bien plus girly et vraiment bien plus pop. Dans cette boutique, vous trouverez également de nombreuses tenues de nuit et j'adore tout ce qui est robe de nuit d'époque parce qu'on a énormément de détails au niveau des lassages ou des dentelles. Celles-ci vont dater du début des années 1900 jusqu'aux années 1950. Dans la boutique, vous trouverez également une étagère entièrement dédiée aux habits ethniques. Donc on va passer très rapidement dessus, mais honnêtement, cette étagère en elle-même demanderait un épisode entier pour décrire correctement ce qu'il y avait. Autre étagère que j'ai trouvée très intéressante, mais pour une autre raison, c'est celle du linge de maison. Les accessoires sont nombreux dans la boutique, il y en a beaucoup, des chapeaux, des broches, des bijoux. Et alors là, accrochez-vous parce qu'on arrive vraiment au climax du cabinet de curiosité de cette vidéo avec cette bague en or entourée de véritables cheveux tressés datant du début du 19e siècle. On en retrouve des traces dès le 13e siècle et après avoir été l'apanage de l'aristocratie pendant très longtemps, ça se popularise dans les milieux bourgeois autour du 19e siècle. Ce bijou représente un don de soi extrême puisqu'une femme va devoir se couper les cheveux et ensuite les tisser. C'est un travail très long et laborieux, vous pouvez l'imaginer lorsque vous voyez la taille très fine d'un cheveu. C'est un cadeau très spécial. En tout cas, il est entouré de nombreuses symboliques. Pour les jeunes femmes de la bourgeoisie, cette activité de tissage peu enthousiasmante a surtout une fonction de gardiennage puisqu'elle permet à leurs parents de les garder sous la main et surtout de voir toujours où elles en sont. Ça reste une logique très patriarcale, mais il y a aussi des symboles un peu plus romantiques dans les bijoux de cheveux tressés. On peut y voir par exemple un symbole de fidélité et d'union, comme avec cette bague en or ornée des cheveux de Marie-Antoinette et du roi Louis XVI, datant de la fin du XVIIIe siècle. Dans une symbolique plus romantique, les bijoux de cheveux sont le signe d'un grand dévouement et d'une profonde affection. Le cheveu est une matière immortelle qui traverse le temps sans en subir les conséquences, ce qui permet de l'affilier à des sentiments très nobles. C'est aussi pour ces raisons-là qu'il va se faire bijou de deuil et très souvent lorsqu'une femme va perdre son mari, elle va entamer un travail de tissage de cheveux et ça va représenter sa façon de faire le deuil. Ça devait d'ailleurs être la fonction principale de ce bijou selon l'antiquaire du cygne rose. Quant à moi, il m'évoque un enfermement et un dévouement plus proche du travail de prisonnier que d'un ouvrage de jeune femme, même si souvent les deux allaient de pair. Autre accessoire bien plus léger et semblant tout droit sorti du vestiaire de Jane Birkin, voici de nombreux paniers d'osier et de rotin datant de la fin du 18e, début 19e, donc on va être vraiment sur la période de la Belle Époque et ce sont des malles et des paniers qui pour la plupart sont en excellent état. Fin 1800, début 1900, nous sommes dans la période Art Nouveau et les femmes arborent des boucles de ceinture ornées de nombreux motifs inspirés de la faune et de la flore.
stylisée en arabesque légère. Quelques pierres fines ornent ses boucles, aussi jolies que les broches. Ce style a trouvé ses adeptes, tout comme ses détracteurs d'ailleurs, qui vont qualifier ce style de style nouille, puisqu'il manque énormément de rigueur et de rigidité à leurs yeux. Parmi les accessoires que j'ai beaucoup appréciés, ces éventails barrés de dorures à leur fin. Quant aux lames, elles sont faites de nacre sculptée. Les illustrations semblent inspirées de l'école française. Une jeune bergère salue une noble entourée de ses dames de compagnie. C'est grâce au signe rose que j'ai pu découvrir les carnets de bal. Les jeunes filles y inscrivaient le nom de leur partenaire de danse lors des bals, puis donnaient ce carnet à leurs parents qui suivaient avec intérêt les rencontres de leurs filles, car ainsi ils pouvaient arranger les mariages et s'assurer d'un bon parti pour leur enfant. D'ailleurs, si les robes de bal ainsi que les objets relatifs à ce genre d'événement vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Il y aura très bientôt un épisode un peu plus fouillé sur tout ce qui est bal et carnet de bal. On passe maintenant aux peines d'époque qui sont assez nombreux. Ceux-ci sont ornés de strass et je pense qu'ils doivent dater des années 20. Ils sont tous en très bon état. Sortis de la même période historique, j'ai vu quelques sacs perlés, des ouvrages délicats et minutieux, romantiques et florales. Les anses de celui-ci sont également perlées, ce qui est assez rare. En tout cas, c'est la première fois que je vois des anses aussi travaillées. Plus original, celui-ci est fait de cœurs entrecroisés noirs et or sur un fond bleu nuit. Quelques fermoirs de sacs anciens sont également disponibles si jamais vous vous sentez le courage de broder votre propre sac. Dans une esthétique très coquette, très dolle, j'ai vu de nombreux gants blancs en cuir d'agneau ou en maille ajourée et ils font partie de ces accessoires très élégants qu'on va retrouver dans le vestiaire des femmes jusqu'aux années 50, 60 grand maximum. Quant aux chapeaux, ils sont légion, certains sont signés de chapeliers reconnus, voire de maisons de haute couture. Ils vont des années 1900 jusqu'aux années 1950 et affublés de ce genre de couvre-chef, je peux vous assurer qu'Emily in Paris n'aurait pas eu la même allure. En ce qui concerne la mercerie, il y a de nombreux nécessaires à couture qui sont exposés et que vous pouvez acheter. La plupart du temps, ça se transmettait de mère en fille ou c'était offert en cadeau. La plupart sont complets et en excellent état. Sinon, rien à voir avec la mercerie, mais j'y pense maintenant, il y a de nombreux flacons de parfum qui sont exposés. Alors je n'ai pas vu de poires, mais beaucoup de vaporisateurs. Il y a des maisons qui ont été oubliées ou qui ont fermé boutique depuis, mais certaines sont toujours aussi connues et vous avez ici l'heure bleue de Guerlain qui reste un classique de cette maison. Et enfin, nous allons nous intéresser à la partie mercerie. Alors vous avez de nombreux échantillons de toutes sortes, des travaux de broderie blanche ou encore de la dentelle, mais vous avez aussi des petits métrages, des boutons, des rubans, de la dentelle de Chantilly qui est très intéressante puisque vous avez des dentelles noires avec une impression de clair et d'ombre et cela ne peut pas se reproduire avec un mécanisme. Au niveau de la mercerie, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choix et là vous pouvez venir avec une vingtaine d'euros, 20-30 euros. En ce qui concerne la dentelle d'époque, ça peut être un peu plus cher puisque le métrage peut par exemple coûter 30 euros. Ce savoir-faire est très compliqué à retrouver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre pièce favorite dans cette visite. C'est la fin de cet épisode, vous l'aurez compris, le signe rose est une adresse formidable si vous cherchez du luxe vintage, des vêtements anciens ou des accessoires. En attendant, de nouvelles adresses arriveront bientôt, notamment une à Saint-Ouen, une autre à Marseille et enfin une exposition que je ne vais pas tarder à aller voir. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et TikTok et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.